pour ensuite sur les sites internet. Voilà, vous pourrez ensuite le diffuser aussi dans vos réseaux. Et puis, vous avez possibilité de poser vos questions sur le fil de discussion. On tâchera d'y répondre en direct et puis sinon de prendre quelques questions à l'issue de chaque intervention. Professeur Dinomé, je vous laisse la parole. Très bien. Merci beaucoup. Je vais donc partager mon écran. Vous remercier pour l'organisation de ce webinaire. Normalement, vous voyez mon écran. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez mon écran? Oui, tout à fait. Super. Donc, à partir de ce moment, je vais avoir 10 minutes pour vous faire une présentation sur les principes d'accès aux soins et les difficultés en fait, d'accès aux soins pour les personnes en situation de handicap. En fait, juste pour qu'on parle de la même chose, les personnes en situation de handicap sont des personnes avec une pathologie. Leur pathologie entraîne en fait des limitations d'activité, des déficiences et des restrictions de participation. C'est donc des personnes avant tout qui, comme quiconque, ont des pathologies, qui est en lien ou non avec la cause de leur handicap, et que cette population a une morbidité, une mortalité, c'est-à-dire des soucis de santé plus importantes que la population générale. Et parfois, les problèmes de santé de ces personnes peuvent être masqués par des difficultés de compréhension entre les personnes elles-mêmes, l'entourage, la famille et les soignants. Et donc, on voit bien que l'accès aux soins des personnes en situation de handicap est primordial, essentiel, alors même que potentiellement, on a du mal en France à y répondre. Je rappelle juste que l'accès aux soins des personnes en situation de handicap, alors je pense que tous autour de cette table virtuelle, on est convaincus, hein, ça ne devrait même pas être à débattre, c'est un droit. La loi Hôpital, Patients, Santé et Territoire du 21 juillet 2009 rappelle dans plus de 45 articles qu'il faut garantir l'accès aux soins des personnes en situation de handicap et que la refus de soins est illégal, c'est une discrimination et que le système de santé ne doit pas permettre cette discrimination. Malheureusement, il a fallu rappeler ces éléments-là et Pascal Jacob et la charte Romain Jacob reprennent les éléments pour dire l'accès aux soins des personnes en situation de handicap est un droit et on doit mettre tout en œuvre pour cela. Alors, vous connaissez probablement le baromètre Handifaction. On se dit, en 2022, l'accès aux soins des personnes en situation de handicap n'est probablement pas un problème. Quand on voit le dernier sondage du 30 septembre 2022, on s'aperçoit que encore 22% de personnes en situation de handicap déclarent ne pas être soignées. Avec ce que je viens de vous dire avant, c'est quand même quelque chose qui nous questionne. Et la difficulté de ces 22%, c'est que 4% ont subi un ou plusieurs refus, que 11% des personnes ont abandonné leur recherche et n'ont pas trouvé de soignants. C'est-à-dire qu'ils ont clairement abandonné, se sont dit, je n'ai pas accès aux soins, donc j'arrête de me soigner. Alors, quand on va regarder un peu plus dans le détail de ces refus d'accès aux soins ou d'abandon d'accès aux soins, puisque c'est ce qui nous intéresse, certains s'accrochent, ils cherchent un autre lieu de soins, et puis comme on l'a dit, il y en a qui vont carrément abandonner. Alors, quand on leur demande le motif de refus, pourquoi vous avez été refusé ou pourquoi vous avez abandonné votre parcours de soins, en fait, seulement 3% dit le lieu n'était pas accessible. En fait, l'accessibilité physique, c'est plus vraiment une difficulté en 2022. Par contre, pour 46%, c'est on n'a pas voulu de moi. Alors, quand on est professionnel de santé, quand on est décideur pour la santé, ainsi de suite, ça doit nous effrayer cette histoire. 46% des personnes déclarent on n'a pas voulu de moi en soins courants. Et on voit bien que on n'a pas voulu de moi, ça veut dire qu'il y a dans les têtes des gens des barrières à ces prises en soins. Et donc, il faut qu'on regarde pourquoi il y a des barrières. Alors ça, c'est des chiffres d'Handigynéco qui nous montrent que les femmes en situation de handicap ont aussi, mais ça vous le savez, une grosse difficulté à l'accès aux soins gynécologiques. Seulement 58% des femmes ont un suivi gynécologique contre 80% toutes femmes confondues. On voit donc qu'on est dans une difficulté aussi d'accès aux soins de prévention et de curation. Quand on regarde sur le plan international,
c'est-à-dire est-ce que l'accès aux soins est difficile qu'en France? On s'aperçoit malheureusement que là aussi, l'accès aux soins, la difficulté d'aller consulter est vraie dans tous les pays du monde, alors même que, je vous le rappelle, les personnes en situation de handicap ont des besoins plus importants, et notamment des défauts d'accès à la prévention. Donc, on peut constater que la difficulté d'accès aux soins, ce n'est pas qu'en France, ce n'est pas un problème d'accès physique. Alors, on peut se poser la question de qu'est-ce qui pose souci à l'accès aux soins et comment on y remédie. Je vous rappelle que l'HS, en 2009 et en 2018, avait sorti des recommandations pour les établissements pour permettre l'accès aux soins. Et puis, cette recommandation 2018, on voit bien qu'en 2022, on a encore des difficultés. Alors, comment on peut expliquer le terrible constat de difficultés d'accès aux soins pour les personnes en situation de handicap? Il y a un contexte de crise sanitaire, ça, on le connaît tous. Il y a un contexte de maîtrise des dépenses de santé sur un fond de crise économique. Et donc, ce n'est pas parce que vous êtes en situation de handicap que vous n'êtes pas non plus, vous ne subissez pas non plus ces difficultés. Je rappelle qu'une personne en situation de handicap est avant tout une personne et que donc les difficultés du système de santé, elle les ressentent aussi. Et puis, il y a aussi des difficultés à l'activité des professionnels de santé. Vous savez bien que certains départements, pour ne pas citer le Nord-Mayenne, un vrai problème de pénurie de professionnels de santé. Quand on est personne en situation de handicap, on a déjà du mal à aller aux soins, mais en plus, on est victime, entre guillemets, de l'organisation générale des soins avec des personnes non en situation de handicap qui vont aussi avoir des difficultés d'accès aux soins. Donc, il y a un contexte général de difficultés d'accès aux soins, et puis il y a des obstacles liés à la personne elle-même en situation de handicap, c'est-à-dire qu'on peut comprendre que quand vous avez des troubles cognitifs ou de mémoire, c'est difficile potentiellement de se rappeler qu'il faut avoir un suivi, prendre ses rendez-vous, que ça peut être difficile aussi pour les familles d'accompagner quand l'enfant devient adulte et qu'il réclame son autonomie. Il y a donc dans la difficulté d'accès aux soins des personnes en situation de handicap des obstacles liés au système de santé, des obstacles généraux liés à la personne et à l'entourage proche. Et puis, il y a des obstacles, on va dire, plutôt particuliers. On sait que selon le type de handicap et de soins demandés, les difficultés ne sont pas les mêmes. Je pense que vous savez de la difficulté d'accéder à la mammographie. Pourquoi ? Parce que c'est un examen qui nécessite aussi une bonne tenue de tronc, une coopération de la personne. Donc, on sait qu'il y a certains soins qui sont plus difficiles, d'autant plus quand on n'a pas anticipé ça. Et puis, il y a des difficultés avec la rupture liée au seuil d'âge, c'est-à-dire que quand on est un enfant, on a toujours été très accompagné. Quand on passe du côté adulte, parfois, on change de monde et pour les familles et pour les enfants qui deviennent adultes, ça devient aussi plus difficile. En fonction du type de handicap, bien évidemment, l'accès aux soins peut être différent. Et puis, les personnes vivant à domicile ont des fois plus de mal à accéder aux soins parce que ça nécessite un certain nombre d'anticipations. Alors, quand on va plus dans le détail de la difficulté d'accès aux soins, des obstacles généraux, des obstacles particuliers, on s'aperçoit aussi. Ça, c'était un mémoire d'une étudiante sage-femme, Solène Baron, sous la direction du docteur Lavigne, qui avait montré que les sages-femmes pouvaient se trouver en difficulté quant à la prise en soin des personnes en situation de handicap. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'elles se sentaient, ces professionnels, en difficulté par leur formation reçue auprès des personnes en situation de handicap. Et donc, on se dit, il y a des obstacles pour les patients, mais il y a aussi des obstacles dans la tête des soignants. Et quand Handi Santé 49, donc le dispositif que nous animons avec Amélie Picard, on a posé la question à nos partenaires, nos usagers, on s'est aperçu qu'il y avait une vraie demande de formation des professionnels de santé en disant, on conçoit que la difficulté d'accès aux soins, c'est aussi dans la tête des soignants. Et ça, c'était un constat Handi Santé 49, mais dans la presse internationale, depuis plus de 10 ans, là aussi, aux États-Unis, on s'aperçoit
que la formation des étudiants doit se faire avec les personnes en situation de handicap pour lever les barrières qu'ont les professionnels de santé dans nos têtes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, en fait, il faut probablement aller vers les personnes en situation de handicap, aller vers les professionnels de santé pour la formation au handicap. Ça, c'est des actions un peu indirectes de formation. Et puis aussi proposer des actions directes, c'est-à-dire des actions directement en lien avec les temps de consultation, augmenter le temps de consultation, des rendez-vous chaînés, limiter et éviter les temps d'attente, faciliter les déplacements, bref, tout ce que vous connaissez dont on va discuter, avec des dispositifs qui existent déjà, comme en 10 soins 85, en 10 santé 49, et puis dans la région des Pays de la Loire, dans le 72, dans le 44, bref, des choses qui se mettent en place, mais ça nécessite des moyens humains supplémentaires, le plus souvent un coût de vivre des dispositifs et qui a un principe de réalité, de financement, de valorisation, du temps long. Ce n'est pas forcément très attractif. Il faut être transdisciplinaire. Ce n'est pas que du champ du sanitaire, mais c'est aussi le médico-social. C'est aussi du champ du politique. C'est un hôpital dans la cité. Et puis, pour nous, dispositifs, c'est la nécessité de réfléchir au temps long et donc d'être sûr que nos dispositifs peuvent être pérennes. Il n'y aurait rien de pire que recevoir des financements au coup par coup, sans savoir que l'année d'après, on est ou non financé, puisque là, on ne peut plus faire de projet. Et nos dispositifs, tout ce qu'on vient de se dire, eh bien, on retourne en arrière, on ne peut plus proposer de formation, on ne peut plus proposer d'action directe auprès de nos professionnels. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Je laisse la parole maintenant à Monsieur Desnoë. Monsieur Desnoë, je vous laisse… Pardon, excusez-moi. On va prendre s'il y a 2 questions maximum. Je vous laisse éventuellement lever la main ou écrire votre question dans le fil. Alors, il y en a déjà une, Juliette, sur le chat qui dit « Créer des temps d'habituation aux soins ». Effectivement, vous allez le voir tout au long de ce webinaire, mais par exemple, ces éléments de se dire comment on peut habituer la personne en situation de handicap à recevoir le soin, c'est absolument essentiel. Ça nécessite probablement d'anticiper les besoins de la personne et puis ça nécessite d'anticiper les besoins du professionnel et puis ça nécessite que le professionnel qui va, entre guillemets, anticiper le soin auprès de la personne connaisse le soin qui va arriver. Et donc, ça veut dire qu'il y a une nécessité de dispositif qui va aider en fait, à cette triangulation entre directement vers la personne et directement vers le professionnel. Et je vais vous donner juste un truc, c'est que je pense que l'habituation aux soins, il se fait pour le patient lui-même. Je suis un patient en situation de handicap, je vais avoir, je ne sais pas, une mammographie, on m'habitue aux soins, mais pour le professionnel aussi, il faut vraiment qu'on arrive à changer les mentalités. Vous êtes financé par qui? Eh bien, actuellement, on est sur des FIR par l'ARS, qui c'est ce qu'on appelle donc ces fonds d'investissement régionaux, qui sont des financements non pérennes pour nous. En tout cas, je parle pour Andy Santé 49. Ce ne sera pas le lieu ici de vous dire mon inquiétude que j'ai quand c'est des dispositifs qui ne sont pas financés de façon pérenne, mais en tout cas, c'est actuellement le cas et c'est vrai que ça pose question. Donc, en tout cas, on est financé pour l'ARS pour cette année 2022. J'espère qu'on obtiendra des financements plus pérennes. Nous sommes limités, nous avons besoin de transversalité puisque Madame Fanouchi, éducatrice spécialisée, nous dit qu'elle est en structure médico-sociale et effectivement, on est tout à fait d'accord sur la nécessaire transversalité, la nécessaire discussion entre tous les professionnels, d'où en fait, je pense, l'importance des dispositifs, qu'ils soient dans le 85, dans le 53, dans le 44, dans le 72, dans le 49, parce que ce sont des professionnels qui ont l'habitude du soin, qui ont l'habitude du handicap et qui vont pouvoir accompagner. Et accompagner aussi les équipes dans le médico-social. Merci. Je passe la parole du coup maintenant à Monsieur Desnoë qui va nous faire part de son expérience. Votre fille du coup est au Femmes Berceneige à Brissac. Alors attendez, je remets juste votre son. Active le son.
C'est bon, on vous entend. C'est bon. Merci. Oui. Donc, je me présente. Oui, je suis le père de Mathilde qui est pris en charge à Personnage Brissac depuis 2011. Moi, je vais relater seulement l'expérience que l'on a là-bas par rapport à la préparation aux soins, parce que Personnage, ils ont une motivation à préparer leurs usagers à être reçus dans des cabinets médicaux, que ce soit généralistes ou spécialistes. Ils prennent beaucoup de temps par exemple, pour faire une échographie, l'expérience de ma fille, ils l'ont habituée à mettre un stick déodorant sur le ventre pendant plusieurs semaines avant qu'elle ait la consultation. Voilà. Et même la mettre sur une table d'apprentissage au quotidien avant qu'elle ait des consultations chez un médecin. Hein. Et ils ont passé par tout ce type d'apprentissage. Ils les préparent un peu avant qu'ils aillent en consultation. Après, je ne sais pas si c'est ailleurs, dans d'autres établissements, c'est comme ça, mais la volonté de personnage est dans ce sens-là. Hein, donc, pour nous, ça a été une expérience positive parce que ça simplifiait les consultations, parce que les personnes autistes, c'est pas toujours facile, hein, ils n'aiment pas trop qu'on les touche. Enfin, ça facilitait les choses, quoi. Et aussi, ils ont appris aussi. Alors, c'est le soin un peu au niveau des dents, par exemple, le brossage aussi, le brossage des dents, l'habituation, la récurrence, c'est ce qui fait que ça fonctionne pas trop mal, quoi. Après, il faudrait à mon avis, en tant que parent, il faudrait que ça soit instauré dans tous les autres établissements, mais est-ce que tous les établissements ont la volonté de le faire, ou le temps, ou le personnel? Après, je pense qu'aussi, il y a une volonté aussi de l'association Personnage d'aller dans ce sens-là. Et ça serait bien intéressant de savoir les habitudes de fonctionnement des autres établissements par rapport à ça. J'ai une autre aussi expérience par rapport à ma fille. Il y a le CHU de New York, je pense que le docteur Midonnet doit connaître. Ils ont un service depuis de nombreuses années où ils peuvent faire consulter des personnes en situation de handicap. C'est eux, si vous voulez, c'est eux qui les emmènent dans les services. Donc, ils sont habitués et ils préparent le jeune et ils préparent aussi le professionnel, quoi. Par exemple, on avait visité le dentiste, le professionnel du service de l'hôpital de New York, là, il a préparé aussi le professionnel. C'est ce que disait un petit peu le docteur Midonnet. Il faut que les médecins qui ne sont pas habitués à recevoir ce type de public soient aussi formés, quoi. Voilà ma modeste expérience. Hein, et pour en revenir à Niort, ça nous a quand même. Elle avait une difficulté, mais je ne veux pas rentrer dans les détails. Ma fille, par rapport à l'alimentation. Et en fin de compte, c'est l'hôpital le coordonnateur du service, avec son expérience, qui a trouvé le problème, qui était tout simple. Mais dans l'établissement, ils n'avaient pas. Donc, on a réglé ça après au niveau de l'établissement et ça s'est mis en place et on a réglé une difficulté qui était chronique, mais c'était juste l'alimentation, il fallait changer quelque chose. Voilà mon expérience. Et aussi, ils ont préparé, oui, je vois à personnage, par rapport à quand on m'a emmené chez les dentistes aussi, c'est pareil, il a bien préparé à l'avance, quoi. Je pense que ce qu'il faut, que ça soit pour n'importe quel usager, enfin, personne en situation de handicap, il faut une bonne préparation. C'est vrai qu'il faut que ça demande beaucoup de temps au personnel des médico-social, mais si le temps il est rattrapé après, parce que ça met même moins de difficultés lors des consultations. Mais bon, il faut des volontés au niveau des établissements et des volontés du côté médical aussi. Parce que
dans le milieu médical, et il y a comme disait le docteur Midonnet, il y a la non-connaissance. Donc, certains médecins, je ne sais pas si c'est la peur mais comment appréhender la personne en situation de handicap, faut des formations de ce côté-là, à mon avis, quoi. Voilà oui, Monsieur Benoît, oui. Mais en fait, je me permets de vous questionner. Je suis le docteur Dinomé là pas au téléphone, pas du tout, en webinaire. Je trouve que vous avez tout à fait raison dans ces deux éléments sur l'approche, parce que vous, en tant que parent, vous devez percevoir parfois que les professionnels de santé ne sont pas à l'aise ou pas formés. Comment vous voyez ça, vous? Eh ben, justement, moi, je vois par les intermédiaires d'un service dédié, par exemple, dans un hôpital, eh ben, c'est eux qui peuvent faire le relais, quoi. Tout à fait, mais ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il vous est déjà arrivé, probablement dans votre expérience, de tomber sur des professionnels de santé qui, manifestement, ne sont pas très à l'aise? Comment vous percevez ça? Comment se passe la relation à ce moment-là entre un professionnel qui ne serait pas à l'aise? J'imagine que vous avez eu des expériences comme celle-ci. Ah bah, nous, en tant que parents, on est pris un peu au dépourvu, on est un peu frustrés, enfin, on ne sait plus quoi faire, quoi. Après, je vous dirais que nous, en tant que parents personnels, on a la chance d'avoir un établissement où ils ont bien compris, même s'ils ne font pas tout à 100% parfait, mais c'est normal, hein, et qu'il y a des bons échanges entre les parents et l'établissement médico-social. C'est important aussi, ça. Parce que notre fille ne vit plus chez nous aussi, hein. Il y a ça aussi. Oui, je perçois, mais effectivement, ce que vous dites bien, c'est que de temps en temps, vous vous retrouvez, vous, en tant que famille, et avec votre enfant, devant des professionnels qui, manifestement, connaissent soit pas la pathologie, soit pas l'interaction qu'il va falloir mener avec l'enfant ou la famille, qui se retrouvent un peu inexpérimentés. Et les médecins, ils n'aiment pas du tout se retrouver dans ces situations-là. Ben non, après, bon, il y a eu dans le Maine-et-Loire, avec Andy Santé, il y a eu des moyens de communication qui ont été mis en place là, au niveau des signes. Oui. Non, mais c'était plutôt pour vous interroger sur les difficultés que vous avez pu rencontrer avant. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont bien, mais il y a aussi effectivement des difficultés. Parce que vous dites à juste titre que quand on prend du temps pour anticiper les soins, ça eh bien, oui, ça fonctionne. Et en fait, au final, on est gagnant. C'est-à-dire qu'on paye un dispositif, on paye des temps longs de préparation, mais au final, on ne revient pas 8 fois faire le soin, quoi. Donc, il n'y a pas de perte de temps après, parce que s'il faut retourner faire des consultations pour rien, c'est pas intéressant pour personne, quoi. Exactement, oui. Et une petite chose quand même que je dois dire, bon, nous, on est parents encore assez jeunes. On peut accompagner. Il y a aussi le vieillissement des aidants. Enfin, c'est pour ça qu'il faut avoir des bons relais au niveau des établissements médico-sociaux, quoi. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Nous, on a encore l'énergie en tant que parents à peu près jeunes, mais c'est l'inquiétude des parents qui vieillissent, c'est que leurs enfants soient dans un établissement qui ait bien conscience de la prise en charge des soins. Je me permets juste, certainement pour compléter votre propos, je vois que M. Vinsonneau a levé la main. Du coup, je vais ouvrir votre micro, M. Vinsonneau, si vous voulez compléter. Oui, vous m'entendez là? Oui, on vous entend. Parfait. Je voulais compléter la réponse de M. Deneué, de Jackie, on se connaît bien. On se connaît bien, oui. Par rapport à la question du professeur Dinomé, comment ça se traduit, les difficultés quand on est face à des médecins? Je peux aussi partager ma petite expérience sur le sujet. La première aventure, la mésaventure, alors ça remonte à 10 ans, hein, donc on peut quand même considérer que c'est du passé, mais ça a été le comportement d'un médecin anesthésiste qui s'est mis en colère, qui m'a foutu à la porte de son bureau de consultation. J'étais avec mon fils, hein, Benjamin, et quand je lui ai demandé si c'était possible d'accompagner Benjamin jusqu'au bloc opératoire pour l'intervention qui était prévue sous AG, et est-ce que c'était possible également d'être présent en salle de réveil, il m'a considéré de très haut, il nous a considérés de très haut, mon fils et moi, et il a dit, mais monsieur, on sait très bien ce qu'on a à faire,
connaît bien notre métier, enfin bref. Et moi, j'ai insisté un petit peu à l'époque et il s'est mis en colère, il nous a foutu dehors quand même. Donc, c'était un fait gravissime. Bon, évidemment, j'en suis pas resté là, mais ça a été un comportement complètement choquant. Et puis, d'autres attitudes qu'on a pu rencontrer au cours des 10 dernières années passées avec différents médecins pour Benjamin, c'est face à des médecins qui sont un peu démunis, je vais vous adresser à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'en fait, la difficulté, elle est là aussi, c'est que certains médecins sont démunis à la fois face au problème, à la question du handicap, et face à la question de qu'est-ce qu'on peut trouver, qu'est-ce qu'il a, quelle est la difficulté de santé qu'on rencontre chez cette personne. Moi, je suis démuni, hop, je botte en touche et je transmets à quelqu'un d'autre. Donc, ce n'est pas forcément des comportements agressifs sur le moment, mais en tant que parent, en tant qu'aidant familial, qu'est-ce qui se passe? On s'en va, puis on se dit, bon, voilà, j'ai calé un rendez-vous, c'était compliqué, on l'a préparé pour que ça se passe bien, et puis finalement, retour au point de départ. Voilà des exemples de situations qu'on a pu rencontrer. J'ai terminé mon propos. Merci, Monsieur Vincenot, pour ce témoignage supplémentaire. Je peux redire. Allez-y, je vous en prie. Oui, non, si, l'énergie tout dépend de l'énergie des aidants aussi. Hein. Nous, on a encore des parents jeunes, et donc on a encore un peu d'énergie, bien que ça fatiguait quand même. Ça joue beaucoup aussi sur l'écoute que l'on a en face. Si le médecin traitant en face voit que les parents sont un peu pousses, mais bon, il faut avoir de l'énergie. Et je pense que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et puis, en vieillissant, nous, ce ne sera plus le cas dans quelques années, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il faut que les établissements, enfin, ou par l'intermédiaire d'associations, qu'il y ait des bons relais, quoi. Voilà ce que je pense. Merci beaucoup. On constate là dans le fil de discussion, enfin dans le question-réponse, beaucoup d'expériences aussi qui sont partagées par les structures. C'est très enrichissant, merci. J'en profite pour reparler du groupe de la communauté de pratique accès aux soins. C'est vraiment l'idée en fait que ce groupe-là regroupe des professionnels et aussi des proches aidants pour justement que chacun puisse venir partager ses pratiques et puis ses façons de faire dans les différentes structures, dans les expériences de chacun. Voilà, donc on vous remettra les liens, mais n'hésitez pas si vous voulez rejoindre aussi ce groupe de travail pour continuer à échanger vos trucs et astuces. C'est aussi l'idée de cette communauté de pratique. Merci, Monsieur Desnoë, en tout cas, pour votre témoignage. On continue sur notre webinaire avec un retour d'expérience de professionnels de Vendée. Mesdames, je vous laisse la parole et je vous laisse vous présenter. Oui. Alors, bonjour, Sylvie Verbruch, coordinatrice Sandy Soins 85. Bonjour, Thérèse Paul Brusetti, je suis infirmière dans un foyer d'accueil médicalisé accueillant des adultes autistes. Je suis Cécile Launay, infirmière, donc je travaille sur le PSM Georges Mazurel et notamment au niveau du cabinet dentaire et je suis aussi référente handisoins sur l'établissement pour l'accès aux soins dentaires. Est-ce que vous voyez bien le diaporama du coup qui est projeté? C'est bon? Non, pas du tout. Ah mince. Alors, je vais revenir, excusez-moi, je partage mon écran. Est-ce que là, c'est bon? Oui, c'est bon. Très bien. Eh bien, on va vous présenter un retour d'expérience donc en Vendée à travers un parcours bucco-dentaire d'un patient autiste ou comment habituer un jeune patient à accepter les soins dentaires en sachant que ce patient donc, est un adulte de 26 ans, patient qui n'a jamais vu de dentiste et pour qui les parents se questionnent sur une consultation, enfin une anesthésie générale pour l'accès aux soins dentaires.
Une habituation aux soins qui a été démarrée en juillet 2021 et qui a duré, on va dire, une année, hein, puisque le premier rendez-vous dentaire a eu lieu en juin 2022. Donc voilà, on en reparlera, mais l'habituation aux soins, effectivement, prend du temps. Elle permet certes d'éviter les ruptures de parcours, mais effectivement, il faut savoir que voilà, on passe un certain temps avant de pouvoir avoir le soin réel, en fait. Donc voilà, un travail également important de partenariat avec donc, les trois structures, hein, le foyer d'accueil médicalisé, le FAM, le village de l'ADAPI sur le Poiré-sur-Vie, avec Mme Thérèse Paul Buzetti et Mme Kélène Isabelle, donc, qui travaillent en binôme, IDE aide-soignante, avec le partenariat donc, avec le cabinet dentaire de l'établissement public de santé mentale Georges Mazurel à La Roche-sur-Yon, donc Mme Cécile Launay qui est infirmière et le docteur Pavageau donc, qui s'excuse pour qui ne pouvait pas être présent aujourd'hui sur ce webinaire. Et puis donc on dit Soins 85 à travers Mme Karine Girard qui est assistante administrative, médico-administrative et moi-même. Et c'est vrai que ce partenariat est important. L'un ne va pas sans l'autre en fait. Il faut absolument que à la fois le médico-social et le sanitaire travaillent ensemble cette habituation aux soins. Donc je vais laisser Thérèse Paul nous parler de Lucas. Bonjour, je travaille dans un foyer d'accueil médicalisé. Nous accueillons des autistes adultes et chacun d'entre eux arrive avec son histoire, son expérience, ses expériences de suivi et ses comorbidités éventuelles. Donc, notre accompagnement dans l'habituation aux soins sera évidemment très individualisé. Le préambule, c'est d'avoir une bonne connaissance de leur histoire et de leurs besoins. Donc, dans un premier temps, on passe déjà du temps à faire des évaluations et mise en évidence de ces besoins de santé. Et ensuite, on priorise aussi parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne peut pas travailler sur tous les domaines à la fois. Et des explorations somatiques ou du dentaire. Voilà. Donc, on priorise. On fait aussi une évaluation de ses compétences, c'est-à-dire que là, on s'aide de la famille, parce que ce sont les familles qui connaissent le mieux leur enfant, d'autant que quand ils arrivent chez nous, ils sont déjà adultes, et les équipes éducatives aussi du quotidien. Donc, il faut qu'on connaisse bien sa façon de communiquer, ses compétences en termes de suivi de soins, sa problématique, ses potentiels, parce qu'ils en ont, bien sûr. Et à partir de là, on va élaborer une trame d'apprentissage en habituation aux soins. Donc là, on va parler de Lucas. Lucas, donc, c'est un jeune autiste de 26 ans, un jeune homme. Il ne présente pas de comorbidité. C'est un jeune homme qui n'a pas eu besoin de beaucoup de suivi de santé. Il arrive chez nous aux femmes en juillet 2020. Il est verbal. Il a une bonne compréhension verbale et il comprend bien les images aussi. La principale difficulté de Lucas, c'est qu'il n'a ni confiance, il n'est pas du tout à l'aise avec les soins en général. Il a des difficultés à être touché. Il exprime ses angoisses verbalement et aussi physiquement. Il s'oppose, il lève la main, il tape du pied, il crache. Voilà. Et on a quand même évalué que son principale difficulté à son arrivée, c'était l'hygiène bucco-dentaire et les soins dentaires. Donc, la première chose, donc on a élaboré une trame d'apprentissage. L'objectif principal, bien sûr, était de faire le point sur son état dentaire. Il ne manifestait pas de douleur, mais on ne sait jamais trop. En tout cas, il ne pouvait pas nous le dire. Et éventuellement, parce que ça, c'était visible, il avait besoin d'un bon détartrage. Voilà, donc après, on met en place une trame d'apprentissage d'habituation aux soins. Donc, c'est de façon hebdomadaire, 7 en salle de soins,
Dans notre salle de soins, on a 2 salles de soins, une salle de soins avec un fauteuil lambda et une salle de soins dentaires, d'apprentissage de soins dentaires, avec un beau fauteuil. Du coup, je travaille avec Isabelle Kellen, qui est aide-soignante. On est en binôme. Et l'idée pour Lucas, comme il avait une bonne compréhension des images, c'est de travailler avec la santé BD, que j'ai remaniée pour qu'elle lui parle vraiment avec des items qu'on avait repérés qui étaient parlants pour lui. Donc, l'idée, c'est de refaire tout le temps la même séance de façon répétitive, avec en préambule la santé BD et ensuite une mise en situation d'un rendez-vous chez le dentiste. Voilà. Voici le matériel pour Lucas. Apprentissage pour le masque avec Méopa. Donc voilà, ça c'était. Donc nous avons commencé les apprentissages en juillet 2021 et nous avons évalué au fur et à mesure et à un moment on s'est dit ok, il est prêt. Donc là nous avons pris rendez-vous avec Andy Soin 85 auprès du docteur Pavajou. On peut montrer la séance. Alors Lucas, on va travailler. Oui. On travaille quoi? Non. Tu te rappelles? Oui. On travaille quoi? Non. Je mets mes gants. Oh non mais... Alors, tu te rappelles de ce livre? Ça, c'était le livre pour aller où? Le dentiste. Chez le dentiste. On l'a bien travaillé. Ah oui. Et on est allé chez le dentiste. Ah oui. Tu te rappelles? Oui. Comment il s'appelle le dentiste? Eric. Eric. Alors, Oui. maintenant, Écoutez. on va changer de livre. Oh non, non, non. Alors, tu te rappelles comment il s'appelle celui-là? Ah, l'école. Regarde. Le détartrage. Oui. Pourquoi on fait deux? Oh bah oui. Regarde, t'as vu Lucas? Les dents. Ces dents-là, elles sont sales. Elles sont sales. Eh oui, il y a du tartre sur tes dents, Oui. qui est collé sur tes dents. Alors le dentiste, il va enlever le tartre. Oui. Et ça va bien se passer parce que Lucas, il est... Comme ça. C'est quoi comme ça? Champion. Il est champion. Alors, quand on fait le détartrage, on met le masque. Tu te rappelles? Ah, oh. Tu te rappelles? Oh. C'est ça le masque. Oui. Et pourquoi on met le masque? Pour être détendu et pour ne pas avoir peur. Non. Non. Alors, on va respirer dans le masque. Oui. Oui. Le ballon va se gonfler et se dégonfler. Tu vois le ballon comme ça. Le ballon. Oh, oh. Oh! Et le ballon, le masque, il fait du bruit. Il Oui. fait... Ça siffle. Ah oui, regarde Lucas, il est détendu, il a le sourire. Ouais. Et puis, il aura pas mal. Non. Ça fait pas mal. Ça fait mal. Non. Oh, oh. Et ça, tu vois, regarde, le dentiste, il fait le détartrage. Oui. Le détartrage, ça fait un petit peu de bruit, Oui. comme la brosse à dents électrique. Oui. D'accord? Oh, oh. Oh, ben dis donc, tu bailles. Et regarde, J'adore. est-ce qu'elles sont propres ici? Oui. T'as vu comme elles sont toutes propres? Oui, j'ai vu. Le tartre, il est tout parti. Il est parti. Et là, on dira champion Lucas. Bravo. Ouais. Et
maintenant, on va essayer. Oh non. Oh, tu mets bien ton pied? Super. Arrêtez, non. Oh, si. Oh que non. Oh, si. Oh que non. Bon. Alors, on a dit dans le livre que Lucas, il était Champion. champion. Et que Lucas, pour être détendu, il allait souffler dans le masque. Encore? Respire fort comme ça. Non, non, non. Ah, on refait? Arrêtez, non. Oh, On n'a pas le droit. Un petit peu. Oh, formidable, c'est Champion. exactement ça. On recommence. Une autre fois. Une autre fois. Encore. Encore. Bravo. Bravo. Champion, Lucas. Champion. Et voilà. Et ouais. Puis après, on va poser sa tête parce qu'on est détendu. Et on n'a pas peur. Et après, le dentiste, il regarde. On ouvre bien grand. Le dentiste, il peut regarder les dents de Lucas. Ok. Et après, il va faire du bruit dans ta bouche pour enlever le tartre. Non, 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 non. Tu peux. C'est bien, Lucas. C'est bien, Lucas. On n'a pas le droit. Allez, tu poses bien ta tête. Ouais, super. On va faire en haut. Bravo, Lucas. T'es un champion. Ok. Non, 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 non. Tu vois, le détartrage, c'est comme ça. Alors, ce que j'aimerais que tu fasses, tu te souviens? Non, arrêtez, non. Ah, on fait une pause? On fait une pause. Tu veux un Smarties? Oui. Pour te donner du courage? Il mérite, hein. T'as bien travaillé, hein? Tu me donnes ta main? Attention. C'est bon? Tu y arrives? On n'a pas le droit, Isabelle. On est bon? Oui. Et regarde-moi, Lucas. Tu te rappelles comment on enlève? Ouais, génial. Et là, je vais passer la brosse à dents pendant que tu lèves ta lèvre. Vas-y. Non, 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 Aussi. non, 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 non. Un peu, on essaie. Oh que non. C'est qui le champion? On essaye. Non, 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 pas de brosse à dents électrique. C'est pas facile, hein? Oh que non. C'est pas facile, hein? Non. Et est-ce que je peux essayer en haut? Par en haut. Un petit peu. T'oublies pas les Smarties? Oui. T'oublies pas les Smarties, hein? Lève ta lèvre. Non, 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 arrêtez, non. Tu vois, ce sera comme ça le Comme détartrage. ça. Hein? On n'a pas le droit. Mais tu vas y arriver. On ne peut pas y arriver. Oh si. Oh que non. Moi je pense que Lucas il est très très fort et qu'il va y arriver. On a vraiment confiance en toi. Encore? Non, pas de brosse à dents électrique. Tu as très bien travaillé, Oui. Lucas. Très courageux. C'est bien. C'est champion, Lucas. Je vais te donner un petit verre d'eau et on recommencera la prochaine fois. Oui. D'accord? D'accord. Lucas, tu es fier de toi? Oui. Oui, tu peux, hein? T'es vraiment le plus courageux ici, hein? Champion. C'est terminé. Tu vas pouvoir rentrer. Tu vas aller à la bourre? Oui. Super. Hop là. Donc voilà, une séquence d'apprentissage. Ensuite, nous remplissons un tableau avec certains items. Donc effectivement, ce qu'on évalue, c'est s'il peut venir en salle de soins, s'il peut s'installer au fauteuil, si on peut allonger le fauteuil, s'il accepte la lumière, s'il accepte la canule, s'il ouvre la bouche, combien de temps possible, et s'il accepte le bruit dans la bouche. Voilà. Parfois, voilà, comme là, on peut filmer quelques séances pour voir aussi l'évolution.
Donc, pour Lucas, son premier rendez-vous a eu lieu en juin 2022. Donc, le SAM du Poiré a pris contact avec Audisoin courant 2022 pour la coordination du parcours bucco-dentaire de Lucas. Donc, Karine Girard a pu donc recueillir toutes les informations qui étaient nécessaires à la préparation de la consultation à travers ce qu'on appelle notre fiche anti-liaison. Cette fiche est transmise ensuite au chirurgien dentiste et à son assistante afin vraiment d'optimiser toute la prise en charge de Lucas et réaliser le soin donc sans opposition pour éviter bien sûr les ruptures de parcours. Donc cette fiche de liaison, on retrouve un certain nombre d'informations qui vont être liées aux compétences et aux limitations de Lucas. Quelles vont être ses réactions comportementales qui sont connues, quels sont ses centres d'intérêt, quel va être son mode de communication usuel, quel est son profil sensoriel, comment va-t-il exprimer l'inconfort, la douleur, l'anxiété, quel a été le vécu des soins précédents, quelle approche on choisit, quel choix du renforçateur. Vous avez vu le Bravo Champion, les Smarties fonctionnent très très bien. Et puis en parallèle, quelles sont les stratégies d'apaisement? Voilà, donc Lucas étant prêt à aller voir le docteur Pavageau, je vais laisser la parole du coup à Cécile qui va présenter le parcours bucco-dentaire. Donc on a accueilli Lucas un an après une situation quand même. Depuis, on l'a vu 3 fois. Donc la première rencontre, c'était mi-juin. C'est important que ce soit une expérience positive. Lucas est arrivé et s'est montré à l'aise quand même au niveau du cabinet dentaire. Il s'est installé spontanément au niveau du fauteuil parce qu'il en avait l'habitude. L'examen endobuccal a été aussi réalisable. Cette première consultation, on l'appelle aussi la consultation blanche, qui permet avant tout une rencontre entre une équipe, un patient et nous, l'équipe du cabinet dentaire. On apprend aussi à se connaître et savoir un peu comment on va organiser les séances suivantes. Donc, on a discuté évidemment d'une prémédication pour détendre un peu plus Lucas avant la prochaine séance. L'équipe qui accompagnait Lucas, Thérèse Moelle notamment et Isabelle, ont utilisé leur outil comme ils le font au niveau du foyer, au niveau du cabinet dentaire. Donc, le deuxième rendez-vous, on a des petites séquences qui ont été filmées par Isabelle. Donc, le travail, évidemment, d'habituation débute dès la salle d'attente. Donc, on va regarder la petite vidéo. Il va aller chez le dentiste. Comment il s'appelle, le dentiste? Non. On va aller voir. Et... Oh non. Oh que non. Bien sûr que non. Bien sûr que si. Regarde, on va mettre le masque. C'est fini, le dentiste. Bientôt. On va mettre le masque pour se détendre. Je respire dans le masque et le ballon se gonfle. Oh non. Oh non. Regarde. Le ballon se gonfle et se dégonfle. Et on a dit que ça faisait du... Le ballon, il fait quoi? Il fait du bruit. Psst. Oh non, non, non. Oh, regarde, Lucas, il a le sourire. Il est détendu. Il aura pas mal du tout. Et le dentiste va mettre son appareil dans la bouche et ça va faire du bruit comme la brosse à dents électrique. On n'a pas le droit avec Isabelle. Faut appeler Isabelle? Au secours, Isabelle? Au secours. Et là, après le détartrage, regarde. Waouh! Elles sont très belles, ces dents. T'as vu comme elles sont belles? Oui. Oh, elles sont belles, hein? Et là, on dira... Champion, Lucas! Champion. Oh là là, t'as envie de dormir, hein? C'est fini, le dentiste. Bah, pas tout à fait. C'est déjà fait. Non.
Donc voilà, donc début de la séance qui débute en salle d'attente. Sur ce deuxième rendez-vous, on a réalisé le premier essai Méopa en situation normale avec Lucas. Donc Lucas était quand même tendu durant ce rendez-vous. On a une petite vidéo aussi. Le premier essai Méopa a duré 15 secondes, ce qui est déjà très bien, hein, quand même. Trop fort. Champion. Ouais, ça j'en doute pas. Donc Lucas, il vient chez le dentiste. Non. Et on va mettre le... Oh non. On met... Je ne ferai pas qu'il ne fait pas grand-chose. Oui, encore. 3, 4. Encore un petit peu. On sait que tu sais faire plein de fois. Allez, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, Encore. 5, 6, 7, 8, En comptant. C'est très bien. 9, Encore. 10. C'est qu'on faisait des séries de 10 en fait. C'est très bien. C'est bien. C'est très bien. On est fiers de toi là. Et bravo. Bravo. Bravo champion. C'est qui le champion? On en est là, Lucas. Donc, on voit au niveau du cabinet dentaire qu'on laisse vraiment la place à l'équipe accompagnante auprès du patient avec le masque pour que l'habituation se poursuive et que le relais avec l'autre équipe se fasse de façon aisée. Pour Lucas, ça a été une séance qui était compliquée. Mais l'agitation, il est toujours resté dans la relation avec nous du début à la fin. Donc, une autre petite vidéo. C'est bien Lucas. Bon, il n'y a rien de plus à parler pour toi. Hein. Oui. Donc, le seul problème, c'est... Il est toujours là. Hein. Oui, Voilà, donc c'était une séance où on a aussi fait un essai de prémédication qu'on a décidé de ne pas reconduire en accord avec l'équipe. Voilà, donc le rendez-vous a été fixé 1 mois plus tard pour le 3e rendez-vous. Là, on n'a pas de séquence filmée, mais la séance s'est très bien passée. Il est arrivé détendu, calme. Il s'est installé sur le fauteuil comme à son habitude. Et là, l'essai Méopa est passé de 15 secondes à 2 minutes. Donc, ça, c'était une très, très bonne séance. Il a accepté l'examen du endobuccal. Et il y a quand même eu un refus du détartreur, mais il a quand même vu le matériel en route. Donc voilà, donc il n'était pas agité et il est resté canalisable jusqu'à la fin. Donc pour nous, la progression était très intéressante et on se revoit prochainement en début d'année pour poursuivre le travail avec Lucas. Voilà, nous avons fini ce retour d'expérience vendéen. Merci beaucoup. Est-ce qu'éventuellement, il y a 1 ou 2 questions à poser à nos collègues vendéens? Alors, est-ce que vous voulez que j'ouvre votre micro? Je vous ouvre le micro si vous voulez poser votre question en direct aux intervenantes. Bon, sinon, je peux la poser. Quand vous dites que vous avez arrêté la séance de prémédicalisation, que cela signifie? Ah bah, vous avez votre micro ouvert. Est-ce que vous voulez compléter votre question? Comment on fait? Je vous laisse y répondre du coup. Peut-être, Madame. Oui. Pour le coup, en accord avec le médecin du FAM et le dentiste, ils avaient convenu qu'avec un médicament, Lucas pourrait être plus posé et plus disponible. En réalité, on le voit sur la vidéo, il bâille beaucoup, il a du mal à assimiler ce psychotrope en fait,
Et moi, je le trouve plutôt agité avec ce psychotrope, alors que habituellement, il est plus ouvert. Enfin, je pense qu'il avait des sensations physiques non habituelles et ça ne lui allait pas vraiment, en fait. D'autant qu'on l'a vu, il était très agité. Tout n'a pas été filmé, mais ça a été compliqué. C'est pourquoi, voilà, nous, en rediscutant, moi, je voulais faire l'essai sans prémédication, dans des conditions plus habituelles pour lui, en fait. Et ça a fonctionné. Alors, il est vrai qu'entre les deux rendez-vous, on a travaillé, nous, en apprentissage, on n'a travaillé que le masque et le temps du masque. Puisque le dentiste, Cécile me disait au moins 2 minutes, donc on a travaillé pour qu'il le garde le maximum de temps. Et on a convenu que le rendez-vous du mois de novembre, ce serait sans prémédication, c'est-à-dire Lucas habituel, quoi. Et du coup, ça s'est nettement mieux passé. C'était plus intéressant. Oui, il était pas en état d'hypervigilance un petit peu. Ouais, c'était plus lui-même. Merci pour votre réponse. Je vois qu'il y a une deuxième question. À ce jour, pensez-vous que cela soit plus facile avec les parents ou sans les parents, ou est-ce que cela dépend des patients? Souvent, nous, ce qu'on remarque, et de l'expérience des parents, de ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils ont eu des grandes difficultés dans l'enfance pour les emmener chez le dentiste, pour les emmener chez les médecins ou les spécialistes. Ils ont quand même connu des grandes difficultés, les parents. Et pour le coup, souvent, ils ont peur que leur présence génère la même agitation que quand ils étaient plus jeunes. Donc, les premiers rendez-vous, souvent, les parents préfèrent ne pas être là. Ça m'est arrivé quand même, soit en film pour leur montrer, parce que parfois, ils me disent « Vous êtes sûr que vous avez fait tout ça ?» Soit ils viennent aussi. C'est arrivé quand on a réussi à faire 2 ou 3 séances et que ça se passe bien, quand ils peuvent, je leur propose de venir avec moi au rendez-vous. Voilà. Mais effectivement, c'est très individuel. Hein. Il y a des jeunes adultes qui préfèrent qu'ils soient là, et puis pour certains autres, ça peut être plus compliqué. Bon. Il faut évaluer à chaque fois. Merci. Je vous propose de continuer avec le retour d'expérience de professionnels du Maine-et-Loire. Je vais laisser vous présenter. Oui, bonjour, moi je suis Amélie Picard, je suis l'infirmière coordinatrice du dispositif Handisanté 49, dispositif qui, comme le 85, facilite l'accès aux soins des personnes en situation de handicap, et je suis accompagnée aujourd'hui de Laurence Tisseron. Je laisse te présenter, Laurence. Ton micro, Laurence, on ne t'entend pas. Juliette, est-ce que tu peux remettre le micro de… Oui, je viens juste de le réactiver. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, c'est tout bon. Alors, je suis Laurence, je suis infirmière à l'association Handicap Anjou. Je travaille sur 3 EMU et ces établissements accueillent des jeunes de 6 à 26 ans. Alors, je vais vous partager notre… Est-ce que vous voyez bien ma présentation? Oui, c'est bon. C'est tout bon? Oui. Donc nous, ce qu'on vous propose, c'est un retour d'expérience un peu de l'habituation aux soins qui se fait sur notre territoire. Je vais tout d'abord laisser la parole à Laurence Tisseron qui va vous expliquer un petit peu la méthodologie qu'elle a mis en place pour mettre ces ateliers d'habituation aux soins. Et puis ensuite, on vous fera un petit retour d'expérience d'une situation que nous avons vécue et accompagnée ensemble avec Laurence. Voilà, Laurent, je te laisse la parole. Merci.
Je voulais d'abord vous remettre un petit contexte, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, on avait dans nos IME un pédiatre et un psychiatre, ce qui permettait de faciliter l'accès aux soins, puisqu'il pouvait permettre d'ausculter, de rédiger des ordonnances, de faire des courriers pour des spécialistes et avoir le retour des comptes rendus. Actuellement, effectivement, l'usager est dans le droit commun, donc il se doit d'avoir un médecin traitant et c'est à la famille de gérer le suivi médical. Nous, on s'est aperçu en fait qu'effectivement, il y avait de grandes difficultés sur l'accès aux soins. Alors, il y avait des choses qui étaient déjà mises en place sur les établissements, mais ils n'étaient pas structurés, ils n'étaient pas très visibles. Donc, on a mis deux choses en place. On a mis un groupe de travail, d'abord pour mettre en place ces ateliers d'habituation aux soins. On voulait y réfléchir en amont et proposer quelque chose en commun. Donc, c'était une équipe pluridisciplinaire pour élargir nos horizons et avoir l'avis de tous. On a recensé le matériel qui serait nécessaire. Est-ce que c'est possible financièrement? On a aussi envoyé un courrier aux familles, parce que nous, on estimait de notre point de vue, mais quand même, il fallait savoir si les familles étaient preneuses de ces ateliers pour connaître leurs difficultés pour eux d'accéder aux soins avec leurs jeunes ou leurs enfants. Bon, 99,9% nous ont dit que oui, et que oui, ils étaient favorables à ce qu'on mette en place des ateliers d'habituation aux soins. À côté de ça, on se trouvait un petit peu en difficulté parce que nous sommes avec des usagers dont les troubles du comportement et le fait de ne pas forcément avoir la parole fait qu'on ne sait pas s'ils sont douloureux ou pas. Et là-dessus, on était un petit peu démunis. Donc, on s'est formé et on a formé tous les salariés des 3 établissements dont l'objectif était de repérer une douleur chez un patient et d'avoir un outil qui était possible, l'utilisation de la grille JIDAI. À partir de là, en fin de compte, on a pu effectivement mettre en place les choses. Alors, tu peux mettre l'autre diapositive si tu veux bien. Voilà. Donc, on a travaillé sur les outils et les supports qu'on devrait utiliser. Alors, bien sûr, sur des personnes non verbales, le pictogramme, les objets étaient importants. On utilise beaucoup, nous, les images et les scénarios de santé BD, qui sont vraiment très adaptés au public qu'on accueille. On a donc fait des kits, mais de matériel professionnel. On a vraiment acheté du matériel où on en avait en stock, qu'on a réparé, pour avoir le nécessaire pour faire ces ateliers. Bien sûr, on utilise les renforçateurs et les récompenses. Et j'ai fait des fiches explicatives du déroulé des ateliers. Alors, comment ça se passe? Nous, on travaille sur 3 axes. Après, il y a des axes qui sont personnels et urgents et on s'y adapte. Mais ce trimestre-là, on a travaillé sur le cabinet dentaire, évidemment, et l'auscultation, lorsqu'on peut être amené à avoir des douleurs et que le dentiste puisse au moins voir l'état dentaire de l'usager. Alors nous, on a vraiment cette chance qu'on est doté d'un fauteuil dentiste pour les ateliers. Le trimestre prochain, on fera le laboratoire d'analyse médicale, c'est-à-dire qu'on va travailler le masque Méopa et l'acceptation d'une prise de sang. Et en continu, on est bien sûr sur le cabinet médical, comment faire en sorte que l'usager puisse être ausculté par son médecin traitant. Et nous avons la chance aussi d'avoir un cabinet médical qui permet de recréer à l'identique. Alors, tu peux tourner. Comment ça se passe? On a travaillé d'abord une première chose, c'est-à-dire que en tant qu'infirmière, je suis avec l'usager soit dans le cabinet dentaire, soit dans le cabinet médical, et je vais faire toutes les actions qu'on pourrait lui demander. Ça permet d'évaluer la réaction de l'enfant, du jeune, de savoir ce qu'il comprend, ce qu'il accepte pas, et son taux d'anxiété aussi. À partir de là, on ajuste en fait nos séances
de comment on va commencer. C'est peut-être tout au début, accepter d'aller dans un cabinet. C'est peut-être juste de s'asseoir, d'ouvrir la bouche, d'accepter le tensiomètre. Enfin, voilà. Ensuite, on a fait en sorte que maintenant, ces ateliers soient dans le planning, dans l'emploi du temps du jeune ou du groupe. C'est-à-dire que les séances sont 1 à 2 séances par semaine, selon les capacités. Les ateliers peuvent être faits sur le groupe même, ou dans les lieux dédiés, chaque groupe ayant le matériel nécessaire et les fiches permettant de faire des ateliers. Ensuite, on évalue en ma présence sur le lieu dédié pour savoir s'il y a une évolution ou pas. Ensuite, on va évaluer avec une personne étrangère qui est masquée, gantée, avec une blouse blanche. Ce trimestre, c'était la prévention dentaire. Donc, nous avons une chirurgienne dentiste qui est venue et voilà, nous avons pu voir effectivement l'aboutissement de ces ateliers. Est-ce que là, au moment où il y a une personne inconnue dans un lieu connu, est-ce qu'ils acceptent quand même de faire les demandes, c'est-à-dire d'ouvrir la bouche et de se laisser ausculter? Et puis ensuite, puisque nous n'accompagnons que rarement les enfants et les jeunes lors des consultations à l'extérieur, on présente aux parents ce qui se passe, soit par vidéo, soit ils viennent aux ateliers, ce qui permet en fait des fois de pouvoir se dire, bah, ça y est, nous aussi on voit que l'enfant ou le jeune va pouvoir peut-être accéder, ou c'est encore compliqué, enfin vous voyez, mais en tout cas on est là pour faciliter l'accès aux soins et l'acceptation de ce soin. Les objectifs, en fait, sont déjà inclus dans le projet personnalisé d'accompagnement, hein, et on fait en fonction des recommandations de bonnes pratiques. Actuellement, on réfléchit un petit peu comme le passeport santé de BD Santé à quelque chose qui ferait une liaison, c'est-à-dire qui appartiendrait à l'usager et permettrait de montrer au personnel médical que ben voilà, je vais chez le dentiste, ben je lui montre, là j'ai une photo de moi sur le fauteuil du dentiste, je peux le faire, je peux ouvrir la bouche et ça peut permettre parfois même aux jeunes, à l'enfant, on peut lui dire tiens tu vois regarde on va aller faire ça. Donc on travaille là-dessus pour voir si ça peut être pertinent ou pas. Voilà pour ça, pour la présentation. Très bien. Alors, je vais ensuite prendre la suite. On tenait avec Laurence à vous évoquer, alors on va quitter un peu les soins dentaires, mais on va parler de l'habituation d'un soin peu ordinaire, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais on va parler de l'habituation à l'électroencéphalogramme d'un petit garçon autiste. Alors, du coup, sa maman, qui était bien évidemment présente lors de la réalisation de cet électroencéphalogramme, a bien voulu témoigner, en fait. Donc, on va avoir le retour de cette maman. Donc, dans un premier temps, je vous laisse écouter la présentation de Paul faite par sa maman. La maman m'a fait un témoignage écrit et donc celui-ci a été lu par une de mes collègues que je remercie au passage. Voilà. Alors, si vous n'entendez pas le son, surtout prévenez-moi. Bonjour, je suis la maman de Paul qui a 8 ans. C'est un jeune garçon qui a été diagnostiqué autiste et porteur d'une anomalie génétique en 2016. Paul est en IME 5 jours par semaine en externat. Au quotidien, Paul n'est pas autonome et a besoin d'être accompagné pour l'habillage et le déshabillage, les passages aux toilettes et la douche, les repas, le coucher. Paul est très sensible à son environnement et les stimulations sensorielles ont une place importante, voire envahissante. Il peut être gêné par le bruit et les lumières. Il est angoissé par toutes les consultations médicales et a beaucoup de mal à se laisser faire. Des outils ont été mis en place à la maison pour l'aider dans son quotidien. Des supports visuels pour les toilettes, la douche ou le lavage des mains, un emploi du temps visuel avec des pictogrammes pour le préparer à ce qu'il va se passer dans la journée ou dans la semaine. Mais surtout, nous avons donné à Paul divers moyens de communication. D'abord, un classeur PECS, puis dorénavant, un logiciel de communication TD Snap sur tablette.
Paul l'utilise de mieux en mieux pour effectuer des demandes ou décrire ce qu'il voit. Paul aime utiliser sa tablette sur laquelle il peut également faire quelques jeux éducatifs et regarder des photos dans son cahier de vie. Nous utilisons comme renforçateur des objets qu'il aime particulièrement, les aimants, les balles, les ballons de baudruche. Voilà, et donc cette maman me contacte dans le cadre du dispositif On dit Santé 49 en me précisant que voilà, son petit garçon va devoir réaliser un EEG. Et je vais reprendre ces mots parce que voilà, ils sont très importants. Elle me dit, Madame Picard, on ne va pas y arriver. Donc du coup, moi, dans un premier temps, je lui propose alors le rendez-vous était déjà fixé, hein. Je lui propose dans un premier temps de réaliser une visite blanche. Et puis, je lui mets à disposition un kit d'habituation. Voilà, qui ressemble un peu à ça. C'est un kit d'habituation que j'ai constitué en fait avec l'équipe du service de pédiatrie du CHU d'Angers, qui travaille au laboratoire d'EEG. Donc, on a constitué ce kit en fait avec voilà, des images de santé BD que vous connaissez là. Et puis également avec un support photo, et bien voilà, ça c'est un petit nounours qui reste en place dans le laboratoire, qu'elles utilisent les infirmières au quotidien pour justement expliquer aux enfants ce qui va leur arriver. Des images de la salle du laboratoire, et puis en fait avec un petit guide là du déroulé en fait du soin, qui est là plutôt à destination des professionnels ou des parents qui ont mené cette habituation. Et puis, bien évidemment, un casque qui est le vrai casque. Hein, donc, celui-ci est un casque défectueux, mais il ressemble vraiment à celui-ci. Et puis, les électrodes, pareil, qui sont les mêmes électrodes que l'enfant devra avoir sur la tête. C'est important pour moi, bien évidemment, d'avoir travaillé ce kit avec l'équipe du laboratoire parce qu'il fallait bien évidemment qu'elles en aient connaissance et qu'elles puissent présenter en fait ces images lors de la venue de l'enfant pour qu'il y ait vraiment ce pacte entre l'enfant, la famille, l'établissement, moi-même et le service qui va accueillir cet enfant. Voilà, donc ce kit est remis à la famille et à l'IME. Je précise bien à la maman qu'il est important en fait que tout le monde soit impliqué dans cette habituation, donc la famille et également l'IME où se rend Paul. Je vais du coup laisser la parole à Laurence qui du coup a accompagné cette famille et cet enfant dans l'habituation pour que vous puissiez avoir, elle, son point de vue sur les difficultés et les choses qui ont été vraiment extraordinaires dans cette expérience. Laurence. Oui, ben, effectivement, ça a été une demande qui a été faite suite à des événements au niveau médical qui a alerté et dont ce rendez-vous qui était assez rapide. Alors, nos freins, c'est qu'à ce moment-là, on accueillait Paul à temps partiel sur l'IME et que le temps d'habituation était très court et qu'effectivement, Paul, il y avait des choses qu'il avait besoin d'accepter, savoir accepter une tierce personne inconnue à ses côtés, que se laisser toucher la tête, garder le matériel le temps nécessaire et rester immobile pendant tout l'examen. Effectivement, la maman était plutôt sceptique, puis on s'est dit de toute façon, on est là pour essayer. Alors, ce qu'on a fait, d'abord, comme disait la maman, c'est qu'on a eu des renforçateurs qu'on a utilisés, donc la tablette pendant les séances. Comme vous remarquez devant ce jeune garçon, les images sont des BD, qui a été vraiment très importante parce qu'on les regardait avant. Et ensuite, on pouvait, au fur et à mesure des séances, on pouvait montrer une image et faire ensuite. Et l'acceptation était plus facile. Et bon, voilà, on pouvait avoir des récompenses comme les aimants. Ce qu'on a fait surtout, c'est qu'on s'est réorganisé. On s'est organisé en mettant tous les professionnels à contribution. Tout ça pour éviter aussi d'engendrer trop de perturbations dans l'emploi du temps des autres jeunes qui étaient dans le groupe. On a fait un partenariat, bien sûr, avec la famille, c'est-à-dire que ce kit passait de la famille à l'IME et inversement, avec des vidéos qui ont été faites régulièrement, bien sûr des transmissions pour dire voilà où on en était, voilà ce qui n'a pas fonctionné, ce qu'on va tenter.
Là, vous le voyez assis, donc vraiment au tout début, il ne s'asseyait même pas, il repartait tout de suite. Petit à petit, vous voyez, je lui touchais la tête et puis après, on a pu mettre ce casque, excusez-moi, mais il l'enlevait tout de suite. Vous voyez, il y a eu vraiment les étapes, mais moi, je dis qu'il a été vraiment formidable parce qu'on a enchaîné 1 à 2 séances par jour et pour finir quand même sur quelque chose qui a été positif. Mais ça a demandé effectivement du temps et que chacun modifie son emploi du temps professionnel pour pouvoir venir à ces séances et participer. Voilà pour le compte rendu. Voilà, et donc la maman qui m'a également fait un écrit de cette expérience et qui va vous décrire comment se sont déroulées la visite blanche et puis cette habituation, elle de son côté, à la maison, toutes les stratégies qu'elle a pu mettre en place. Et puis, je vous laisse découvrir le final de cette habituation. Lorsque nous avons appris qu'il fallait que Paul passe cet examen, nous nous sommes dit que ce serait très compliqué, voire impossible à réaliser. L'inquiétude que nous connaissons à l'approche de chaque nouvel examen médical nous a fait ressentir celui-ci comme une nouvelle galère, en plus du stress de se dire que l'électroencéphalogramme montrerait peut-être l'épilepsie. Comme nous a proposé Madame Picard, nous nous sommes rendus au laboratoire d'électroencéphalogramme du service de neuropédiatrie du CHU d'Angers. La visite s'est déroulée en présence de son papa et de l'infirmière. Paul a pu explorer la salle à son rythme, observer le matériel et s'asseoir sur le fauteuil. L'infirmière a expliqué et montré à Paul ce qui allait se passer pendant l'examen. Son papa a pu prendre des photos et poser toutes les questions pour bien le préparer. En parallèle, Andy Santé 49 nous a mis à disposition un kit contenant des photos, des images et un casque afin que Paul puisse s'entraîner à la maison et à l'IME. Le kit circulait entre le domicile et l'établissement. À la maison, nous avons proposé à Paul de s'asseoir sur un fauteuil et de porter le casque de plus en plus longtemps. D'abord quelques dizaines de secondes, puis quelques minutes, pour arriver très rapidement à une vingtaine de minutes. Nous l'installions devant une application ludique Timer sur le téléphone que Paul apprécie. Nous lui proposions également de jouer sur sa tablette. Nous montrions à Paul les photos et images fournies dans le kit pour bien le mettre en situation. À chaque essai réussi, nous le félicitions fortement et il pouvait recevoir un nouvel aimant comme renforçateur. Nous avons pu entraîner Paul pendant plusieurs semaines avant l'électroencéphalogramme à une fréquence de 3 ou 4 fois par semaine. À l'IME, l'infirmière et les éducatrices ont également pu habituer Paul avec le même matériel. Nous échangions ensemble des progrès de Paul. Le jour du rendez-vous, Paul a pu réaliser son électroencéphalogramme. Il est resté assis sans trop bouger avec le casque et les électrodes suffisamment longtemps pour obtenir un tracé interprétable par le neuropédiatre. L'accompagnement par Andy Santé en lien avec l'infirmière de l'IME de Paul a tout changé. Nous nous sommes sentis soutenus et vraiment aidés dans la préparation à l'examen, que nous avons finalement envisagé comme réalisable. Paul lui-même a vraiment fait des efforts énormes en montrant toute sa bonne volonté lors des essais et lors de l'électroencéphalogramme. Nous pensons que le fait d'avoir été encouragé par toute une équipe, d'avoir pu visiter les lieux et essayer le matériel a gommé beaucoup d'angoisse qu'il peut ressentir lors des diverses consultations médicales. Cela a tout de même nécessité beaucoup d'énergie et de temps de préparation à la maison, mais le résultat en valait vraiment le coup. Encore un grand merci pour cet accompagnement efficace. Voilà, donc Paul a pu avoir son EEG et puis c'est un petit garçon qu'on va continuer d'habituer puisque là, sa maman est venue vers moi, préparée pour une échographie cardiaque. Voilà, donc un grand merci. Enfin, moi, je tenais vraiment à remercier toute la maman qui a en plus bien accepté de pouvoir témoigner, de nous laisser les photos de garçon, à Laurence Tisseron parce que voilà, sans Laurence, on ne serait pas arrivé, à toute l'équipe bien évidemment de l'IME. Et puis moi, ce que je garde surtout dans ma mémoire, quelque chose qui est très important, c'est que cette maman aujourd'hui, eh bien, elle a aussi un peu changé de regard sur son petit garçon en se disant que il y avait des possibles et que, alors certes, ça lui demandait beaucoup d'énergie et Dieu sait que tous les jours, il lui en faut. Mais voilà, ce regard sur son fils en se disant, en fait, il a plein de capacités et il faut les exploiter. C'est quelque chose pour moi qui a été vraiment très bénéfique. Et donc,
un grand merci aussi à vous d'être là et de pouvoir avec qui je peux partager cette expérience. Merci beaucoup. Merci à vous deux pour ce témoignage encore très positif. Je me permets, il y a une question dans le fil de discussion. Comment pouvoir récupérer ce type de données directement au service concerné? Eh bien, on contacte Andy Santé. Je sens qu'il va falloir que je duplique beaucoup ce kit. Et voilà, bon, c'est autant sur les images et tout ça, c'est possible. Sur les casques, bien évidemment, c'est du matériel, du dispositif médical qui coûte cher. Et donc, je ne peux que récupérer celui qui est défectueux. Donc, il faut que j'attende qu'il y en ait qui se cassent pour pouvoir en récupérer. Voilà, mais en tout cas, c'est auprès d'Andy Santé. Et je ne l'ai actuellement pas aujourd'hui avec moi puisqu'il est dans un IME, justement, pour la préparation des autres jeunes filles. Ok, merci. Je pense qu'il y a peut-être une autre question en préparation. Je vois quelqu'un qui... Et sinon, je peux juste reprendre une question un peu plus haut de Pierre Baudard. Comment est travaillée cette notion de différence de situation de handicap au sein d'un parcours de formation d'un médecin ou d'un professionnel médical? Je pense que Dr Dinomé, vous souhaitiez répondre peut-être à cette question. Oui, en fait, alors, je vais vous exposer, c'est une bonne question. En fait, dans les études médicales, mais en fait, je vais élargir parce que je crois que c'est tous les soignants qui devraient avoir des formations. Il y a ce qui est dans les programmes, en gros, à la faculté de santé pour les étudiants en médecine, c'était 1h30 autour de relations de soins et handicap. Et puis, il y a un cursus d'une dizaine d'heures sur le handicap. Et en fait, à Angers, avec l'arrivée d'Andy Santé, avec la volonté qu'on a de changer un peu les regards, par exemple, pour Angers, on a mis en place un optionnel majeur handicap qui est donc animé par moi en tant qu'enseignant pour la faculté, qui est très supporté par Andy Santé 49 pour le matching avec les familles. Je vais vous expliquer. Puis on est en partenariat très fort avec les familles. Et en fait, l'idée, c'est qu'ils ont un corps de cours les jeudis après-midi sur de la théorie du handicap, mais aussi sur de la géographie du handicap, sur plein d'éléments, des familles qui viennent témoigner. Et puis, dans leur formation, ils ont une journée où on fait une journée de, alors c'est pas très beau comme terme, de vie ma vie ou de duo D, où un étudiant en médecine va avec une personne en situation de handicap pour vivre la journée. C'est des familles qui reçoivent et un certain nombre de personnes autour de cette visio-là sont bien impliquées dans ce projet. Donc, c'est toujours un plaisir pour nous. Alors, ça demande du temps, de l'énergie, mais on le fait. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'actuellement, pour les professionnels de santé en formation initiale, je pense qu'on n'est pas très bon, mais il faut bien comprendre que chaque discipline médicale ou dans les sciences de l'infirmière ou ainsi de suite, ils réclament toujours en disant moi, je suis cardiologue, j'aimerais bien mettre plus de cours en cardiologie. Et donc, vous voyez, les étudiants, les pauvres, ils se retrouvent avec un certain nombre de notions, donc c'est toujours un peu compliqué. Toujours est-il que pour le handicap, dans l'optionnel handicap que l'on anime à Angers, eh bien, on a par exemple un philosophe pour 3 heures qui va intervenir sur la notion de norme, de normalité. On a un juriste qui intervient sur la notion de droit et de discrimination. On a des familles et ainsi de suite. Mais c'est vraiment par, comment on va dire, par volonté personnelle. Vous savez, les facultés ont une autonomie et c'est vraiment des volontés des enseignants, ainsi de suite. À Angers, on essaye, soutenu par les dispositifs. Voilà, c'est toujours des éléments importants pour nous. Il faut l'avoir chevillé au corps, mais c'est vraiment une bonne question. On travaille comme ça et on espère un jour pouvoir proposer des programmes un peu d'enseignement pour les autres champs disciplinaires. On avait eu la chance d'avoir un article écrit dans Le Monde par Madame Cabu à propos de notre dispositif au mois de juin ou quelque chose comme ça. Donc, vous pouvez taper, si vous tapez handicap Angers et puis les formations, vous trouverez, il y a un article dans Le Monde et dans Ouest France, ça avait été très relayé. Maintenant, ce qui nous incombe, ça va être de pérenniser tout ça. Merci beaucoup. Je vois dans le fil de discussion est évoquée à plusieurs reprises la mallette CAPAS. Donc, en effet, c'est une mallette d'habituation aux soins. Sachez que nous la proposons au centre de ressources autisme, au centre de documentation en pré. Voilà, donc
elle est disponible si vous souhaitez la consulter ou l'emprunter. C'est tout à fait possible de venir au CRA, au CHU d'Angers. Eh bien, il est 15 heures. Donc, nous avons respecté le timing du webinaire. Un grand merci à tous nos intervenants pour ces témoignages très positifs. Je vais vous partager le contact de notre nouvelle collègue Christine Ciotta, qui est l'animatrice de la COP, de la communauté de pratique. Donc, si vous souhaitez rejoindre le groupe autour de l'accès aux soins, vous pouvez la contacter. Donc, voilà, s'affiche son mail et son numéro de téléphone. Donc, n'hésitez pas à la contacter au besoin. Et puis, je vais lancer un dernier sondage pour vous questionner et savoir si ce webinaire vous a été utile dans vos pratiques, en tout cas. Merci à vous d'avoir suivi ce webinaire. Et merci au CRA, à Prior et au CREPSI pour l'animation et puis surtout toute la logistique parce que voilà, avec le 85, on a des pros de l'informatique. Merci de nous avoir soutenus. Merci Amélie. Et quand on est au remerciement, je remercie aussi tous les participants parce qu'à un moment, on a été jusqu'à maximum 72, 73. Ça veut dire que c'est motivant pour les gens qui essayent de faire avancer un peu la roue et je trouve que c'est une belle preuve pour vous qui avez organisé le CRA, Prior et ainsi de suite, que ça avance petit à petit et que les dispositifs sont là pour vous aider et que c'est des histoires d'hommes et de femmes, bien évidemment. Bravo. Merci. Je partage les résultats, c'est unanime a priori. Ça a été utile à tous les participants. Je vous remercie beaucoup et puis encore une fois, ce webinaire est enregistré, donc on pourra le diffuser. Vous pourrez ensuite le repartager dans vos réseaux. Je vous remercie et vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir.